Il n'y a pas de statistiques officielles, mais à Madagascar, la communauté indo-pakistanaise compterait au moins 20 000 membres. On les appelle les Karanes et certains d'entre eux dominent l'économie locale. C'est cette histoire que Rosmine tente de reconstituer. Ce voyage initiatique l'emmène du Gujarat en Inde à la Réunion en passant par la Grande Île avec à chaque fois des rencontres inattendues. Bienvenue dans Archipel. Voici d'une rive à l'autre de l'océan Indien, un documentaire de Rosmine Safi Borgé. La Réunion, île volcanique intense et magnifique où j'ai grandi dans la diversité des cultures créoles, chinoises, malgaches, indienne et française. La Réunion, une île française à l'ouest de l'océan Indien, où mes parents ont choisi de vieillir et où désormais repose mon père dans le cimetière marin de Saint-Paul, non loin de la Buse et de Lecomte de Lille. Française d'origine indienne, je suis née à Madagascar dans une famille d'Indiens musulmans originaires de l'État du Gujarat. L'histoire de ma famille s'inscrit dans la grande histoire et ses mouvements de migration. J'éprouve maintenant le besoin de trouver une cohérence et une identité dans ce puzzle géographique et culturel, de comprendre mes racines pour trouver ma place et transmettre sereinement mes valeurs à mes enfants. J'ai donc décidé de partir en quête des traces de mes ancêtres. Je m'appelle Rosmine et je vous invite à vivre avec moi ce véritable périple à travers l'océan Indien, le Gujarat, Madagascar, la Réunion. Avant le départ, Sahara Kassim, historienne et autrice vivant à Saint-Denis de la Réunion, nous fournit déjà quelques pistes de réflexion très instructives. Alors, les indo-musulmans de la Réunion, qu'on appelle à la Réunion donc Arabes, sont arrivés au milieu du 19e siècle. Donc, au départ, pourquoi ils sont appelés Arabes ? Parce qu'ils sont musulmans. Et à l'époque, donc, arabe est synonyme de musulman. Et progressivement, le terme a été créolisé, donc pour être aujourd'hui encore utilisé sous le terme arabe. Notre voyage commence à Parbandar, où je retrouve mon cousin Chabir. Il est le fils de Ismaël, l'un des 4 frères Safi. Il y a Abdullah, l'aîné, Ismaël, mon père Mahmoud et le petit dernier Fida Houssen, surnommé Fidou. Chabir m'accueille avec son épouse Femida. Teau va tout ce que t'as que savare que t'as nettoyé souche famille papa nous mota papa nous so mota bab kau sukem kem India iba ai India tikem Madagascar iba kerinho iba para bonotica iba dare 300 વર્ષ પહેલા 300 પહેલા બધે આવી ગયા ઇન્ડિયાથી અને વાનમાં જતા તો ત્યાંથી વાન જતા પોરબંદરથી તો બધે લાકડા ને એવું બધું ભરીને જતું ને વધારે ખાવા પીવાનું બધું બધું મસાલો મરચા ને આ બધું આપણે કેમ ખાઈએ એ બધું મદાગાસ્કર બહુ જતું. Juste à Garwin Salou. Tchara, attendez, Tchara. Abdullah, Ismaël, Jamna Garma Jamila. Pachi, Mahmoud Manoubab, Nousbema. Nosibe. Les Fidou, oui. Fidou, ils vont avec ça. Il y a India to Yanti, Zanzibar. Et Pachi, exchange. તો એ મોહમ્મદ કાકા ને ફીડુ કાકા ત્યારે કહેતા હતા કે રેન્યોમાં 5 થી 6 ઘર જ છે. ત્યાં તમને કેમ ગમે છે તમારું જીવન ત્યાં? બસ ફાવી ગયું. જો એકદમ નાની ઉંમર હતો, હું 12 ans હતો ત્યારે આવી ગયો. બાકી 25 ans કે થયા હોત ને આવ્યો હોત ને તો ના ગમતો. શું ગમે શું નથી મળતું? વहाँ ફરવું કરવું આપણું ને ફ્રી લાઈફ
જોકે હવે નથી એવું. Mes cousins s'accordent à dire que dans la vie quotidienne, la bonne entente règne entre hindous et musulmans. C'est d'autant plus vrai que c'est justement ici, à Porbandar, ce petit port de pêche du Gujarat, qu'est né le Mahatma Gandhi, grande âme de l'Inde, hindou apôtre de la non-violence. Mon cousin Shabir m'invite à visiter le Kirti Mandir, la maison natale de Gandhi. Après des retrouvailles pleines d'émotions avec mon cousin Shabir et sa famille à Porbandar, j'ai hâte maintenant de revoir sa sœur, ma cousine Fatema, à 120 km au nord à Jamnagar. Sur ma route entre Porbandar et Jamnagar, je fais un crochet par Salaya, où j'espère voir la construction d'un boutre à l'ancienne. J'ai finalement la belle surprise d'y trouver une immense flottille de bateaux de pêche, grouillante de vie et de couleurs. હા સનગ્લાસ છે ચાલશે આ નંબરના જ છે મારે આ કેનું છે જો Bon, voilà. Que petit bout. Attends, je regarde s'il y a une date, 93. જો આ અબ્દુલ્લા કાકા છે À ton papa, Mohamed Et... મહમ્મદ કાકા ને પપ્પા છે આમ હતું નહીં એવું કે આપણે આમ પૂછીએ ને બધું સ્થિતિ જાણીએ હવે એમ થાય છે તો હવે કોઈ મોડું છે થઈ નહીં. ગયું જરાક. મોડું થઈ ગયું હવે આપણે સૂઝ્યું પહેલાં એવું સૂઝતું નહોતું Tuto qui Madagascar Madjaneli tiene. હા માદાગાસ્કારમાં નુસ્બેમાં Musmeba. Ne patiketla ognis wala sukyo. 9 વર્ષની હતી ને પછી ઇન્ડિયા આવી. Na walas. હા પહેલાં તો અમે નાના નાની પાસે જ રહેતા હતા ને મમ્મી પપ્પા તો નહોતા અમે બે એકલા જ આવ્યા કેમ કે મલઘાસ કમ્પલસરી થયું ને ફ્રેન્ચ સ્કૂલ બંધ થઈ ને હા. પછી અમે અહીંયા આવ્યા હા. તો અમને કોઈ સ્કૂલમાં દાખલ નહોતું કરતું કેમ કે ન ઇંગ્લિશ આવડે ન ગુજરાતી આવડે અમને ફ્રેન્ચી જ આવડતું હતું પછી એક સ્કૂલ હતી ને એવી એમાં છે ને એના જે પ્રિન્સિપલ હતા ને એ ખુદ મદાગાસ્કારના હતા એ અમારી સિચ્યુએશન સમજીને એ એની સ્કૂલમાં અમને દાખલ કરી એટલે કે તમે પછી જો ગુજરાતી શીખવાડવા આવે ABCDથી કખગથી હિન્દી શીખવાનું સ્કૂલ સવારે જાય પછી બપોરે ટ્યુશન ચાલુ થાય ને અમે વાં ગયા ને તો એ બધું તોડી નાખ્યું હતું તો એ લોકોએ રાખી જ દીધી હતી માં કબ્રસ્તાનમાં કે જે જેના ફેમિલીને હોય ને એને લઈ જાય હોય તો લઈ જાય તો હું લઈ આવી હતી ઘરે આ જો મહમ્મદભાઈ મુસાજી સાફી ને ડેટ 9મી મોહરમમાં. La tombe du grand-père paternel Safi se trouve ici à Nosibé et à Jamnagar, ma cousine Fatema a pu conserver la plaque funéraire de mon arrière-grand-père paternel.
Moi, je suis très heureuse parce que j'étais pas, on va pas dire inquiète, mais quand même, je me disais, on s'est jamais rencontrés ou tellement peu en vrai, sinon par les réseaux sociaux. Et puis je sais que mon Gujarati est quand même fort dénaturé et que je l'ai pas appris depuis toute petite, pas vécu dans une famille en Inde, donc en fait je suis très heureuse parce que on arrive à très bien à communiquer, même si parfois il y a des petits ajustements de vocabulaire, de langage, et puis voilà, on est moi j'ai l'impression de ne pas avoir coupé grand-chose de ma culture indienne. Je vois qu'on a gardé... par exemple, quand on était dans la cuisine, en fait, c'est ce que faisait maman, c'est ce que fait aussi ma sœur, et puis moi aussi également. Les tissus vendus couramment aujourd'hui sont bien loin des tissus extraordinaires que convoitait l'Empire britannique, les fameuses indiennes prisées dans toute l'Europe. À Bhuj, en Inde, quelques ateliers résistent pour conserver les méthodes ancestrales et fournissent de grandes maisons de mode occidentales. But craft and like fabric and life is very connected. Indian craftspeople like weaver and our parents weave. Still I working with the 12th generation. 12th generation, yeah. Okay. So then I explain to our fabric is just not fabric, it's alive fabric. So you buy everything in our work, our craft, our life, our culture. Like that kind of fabric, this fabric, cotton, grow in locally, spin in here, weave here, and dye here, everything same. Our 10th generation weave similar fabric, still I weave same. Around 90s, 100 years before, like British colony in here, so at that time, many people grow by cotton. But Britisher want to the finer and softer cotton. Then he changed the indigenous seeds for the BT cotton, like hybrid cotton. Local Indian people grow the cotton, okay? Then ship to Manchester, many industries in there, make fabrics there, and he sell to in India. So then expensive for the Indian people. Here, no rain in here, dry area in Kutch, yeah? So that time, and very poor condition sometime. Not so much very good food, no water. Then he go abroad, sometimes cities, sometimes Africa, with the boat. Go to the Mandvi. So that time Mandvi is a bigger beach. All generations connect with after the, maybe your parents live in India, you know? So then connect very easily. I think that's you come, very luckily you come again to here. Someone's plan before you come here. You today coming here. Yeah? Sure. Someone's plan. Tous les récits et bribes de souvenirs recueillis jusqu'à présent m'emmènent à Mandvi. C'est là, sur le golfe de Kutch, que se construisent encore à l'ancienne les grands boutres en bois. Ces boutres sur lesquelles nos ancêtres sont partis à travers l'océan Indien. નાની ઉંમરે એટલે કે 7 વર્ષનો હતો ત્યારથી સમુદ્રમાં
કામ કરું છું. આફ્રિકા, અરબસ્તાન, જ્યાં અમને કામ મળે અહીંયા વાણ લઈ અને ત્યાં કને અમે હાલ્યા જઈએ. ને આજે હું 96 વર્ષનો થયો છું તો બી આ જ કામ કરું છું સમુદ્રનું. He said in the month of the February, he start his journey in month of February, and he goes to Madagascar by this boat. આ માદાગાસ્કર છે, સમજી લે. આ માદાગાસ્કર છે અને અહીંયાથી હવા આમ છે. અહીંથી હવા આમ છે એને કહેવાય નાસી. હવાનું નામ નાસી. આપણને જવાનું છે અહીં. If you want to go by air, in the opposite of air, we have to go around the boat, La mousson désigne des vents soufflant alternativement dans l'année d'ouest en est, puis d'est en ouest. À la fin du XIXe siècle, les boutres ne se déplacent qu'avec le vent, et la mousson détermine les départs pour de longs trajets. Dans l'océan Indien, la mousson du sud-ouest, dite mousson d'été, permet le retour vers le nord depuis l'Inde du Sud et l'Afrique orientale d'avril à octobre. De novembre à mars, la mousson d'hiver souffle du nord-nord-est et porte les bateaux de l'océan Indien vers les ports de l'Afrique orientale. Mombasa, Lamu, Zanzibar. Oui. Oui, papa? Mais vous il avait trouvé une maison là-bas? Vous étiez dans la pension de famille? À Zanzibar? Oui. Mais Zanzibar, c'est le point de chute de tous les Indiens, pas bien organisé. C'était une maison d'accueil. Ils cotisaient tous. C'était au Rabaï, tu vois, la communauté Bora. T'as des beaux souvenirs là-bas? Ah oui, oui. Mais parce que seulement tout le monde partageait tout, tu vois. On avait une chambre, dans la chambre, il y avait 4 ou 5 personnes. Dans cette maison-là, tu vois, oui, dont je te parle. Oui. Et quand tu faisais à manger, des rotelets, les autres, ils faisaient le manger, pour ça. Et à midi, tout le monde mangeait ensemble. Ils s'attendaient, tu vois. Donc là, il y avait ton papa, Boudjanbaï, toi? Voilà. Et mon frère Fido. Je commence à mieux comprendre le parcours de mes ancêtres. Effectivement, ma famille est originaire du Gujarat, cet état au nord-ouest de l'Inde ouvert sur la mer. C'est la configuration idéale de départ pour ces entrepreneurs aventuriers, acceptant le risque d'être ballottés d'une rive à l'autre par les vents et les courants. Mon arrière-grand-père maternel, Moula Ibrahim Hassan Ali, arrive de l'Inde à Nosibé vers 1880. Mon grand-père, Abdul Hussein Moula Hassan Ali, y naît en 1886. Du côté paternel, mes grands-parents, Ibrahim Mahmoudbhai Safi et Safiabai Mahmoudbhai, nés dans le Gujarat à Jamnagar en 1905 et 1909, rejoignent également Nosibé, jeunes adultes. Ils appartiennent à ces familles gujaratis qui joueront un rôle central dans le commerce à Madagascar. Sous protectorat français dès 1841, puis intégré à Madagascar en 1896, Nosibé entre pleinement dans la période coloniale à partir de 1895. Les commerçants gujaratis approvisionnent alors l'armée et s'appuient sur des réseaux maritimes et fluviaux qui désenclavent de nombreuses régions. Grâce à leurs boutiquiers, colporteurs et collecteurs, ils pénètrent profondément les campagnes, contribuant au succès des compagnies françaises et rendant des services durables à l'administration coloniale. Nous sommes à Ambanour, la première ville indienne de Nosibé, surnommée également Marduk. Les nombreux échanges avec les îles proches, la côte orientale de l'Afrique, Zanzibar, l'Inde, donnent une population métissée, swahili, arabe, malgache sakalav, une communauté économique possédant la maîtrise de la mer et liée par l'islam. Au XIXe siècle s'ajoute l'immigration indienne, de Bombay dès 1820, puis du Gujarat, après un passage par les Comores et Zanzibar. Chassés de l'Inde par la sécheresse et la famine vers 1880, ils sont en majorité musulmans.
Ambanour était alors un hub commercial. À la fin de l'hivernage et avant la mousson de sud-ouest, arrivaient de grands boutres de Zanzibar, Aden, Mascate et Bombay. Les négociants indiens possédaient des entrepôts et des boutres afin d'accéder au commerce international et le prix de revente des marchandises atteignait jusqu'à 10 fois le prix d'achat. Célèbres étoffes indiennes, spiritueux, armes à feu, munitions, quincailleries, riz, bœufs, cuir, palissandre, ébène, santal, cire à bougie, teinture rouge-violet pour les soieries de Lyon. Ambanour ressemblait à une ville arabe. Maison à toit plat avec auvent à l'entrée, lourdes portes ornées de sculptures et de ferrures. Une mosquée dont il ne reste que des ruines, un cimetière dont la tombe la plus ancienne date de 1850. Et puis les colons s'installent à Elville, qui devient alors plus attractive pour la plupart des Indiens. Marduk commence à dépérir. Les bâtisses se sont écroulées, mais il reste encore de belles maisons, comme aux environs, ici à Lokoubé, une des maisons de villégiature de la famille Hassan Ali. En 1905, les commerçants de Nosy-Bé, dont mon grand-père Hassan Ali, gagnent de jolies sommes grâce à la guerre russo-japonaise. Les marins russes, stationnés dans la baie durant 2 mois, leur achètent cher beaucoup d'alcool pour tromper l'ennui. Novembre 1959. Ma lanterne commence à s'éclairer. Il est temps de rencontrer les grands personnages de Nosy-Bé. Je reviens donc dans les rues d'Elville, grouillantes de boutiques chinoises et hindoues, et, le plus simplement du monde, pénètre dans le bureau de M. Hassan Ali, ouvert de plein pied sur la rue. Le milliardaire de Nosy-Bé, dont je viens de visiter une des plantations, m'apparaît sous les traits d'un robuste vieil homme, au teint cuivré, les sourcils et le menton soulignés d'un duvet gris. Impeccable dans son habit blanc, il me reçoit avec une simplicité qui ferait douter qu'il est un des plus grands noms de l'océan Indien. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'à la Grande Guerre, il finança à lui tout seul toute la production de l'île, asphyxié pendant 4 ans dans son isolement, et que dès 1940, les ressources qu'il apporta à la France libre lui valurent plusieurs lettres de remerciement du général de Gaulle. Dans les années 1950, la famille Hassan Ali et ma mère Rossane profitent de leur fortune et découvrent le monde, tandis que mon père poursuit assidûment sa scolarité chez les jésuites et à l'école normale. En 1958, mes parents se marient avec famille, invités de marque et Cadillac. Le souhait de mon père Mahmoud était d'apporter le savoir à tous, sans distinction de statut social ou d'origine ethnique. Enseignant diplômé de l'école normale, c'est avec fierté qu'il revient à Nosy-Bé en tant que directeur de l'école du boulevard Manceau. Une belle revanche pour lui. Enfant musulman, refusé à l'époque dans cette école très européenne. Et que pensaient ses élèves de lui? A-t-il accompli son rêve? Je retrouve Halima, une de ses anciennes élèves, et son mari, ex-sénateur et prince malgache surnommé Bouboule. À l'époque, on ne se sentit pas les pauvres, les riches, on ne se sentit pas ça. Il est toujours gentil avec tout le monde. C'est Papa Poule. Voilà, c'est Papa Poule. L'arrivée des Karanes est arrivée après, comment dirais-je, c'est comme à La Réunion et à Maurice, au moment où les Français, les colons, ont installé les cannes à sucre. Ils sont arrivés et puis ça a commencé à Marduk, là-bas, le village indien. C'est pour ça que c'est Marduk, beaucoup de boutiques. Ils ont fait des petites boutiques, après ils ont travaillé avec les colons. Donc c'était début du 19e siècle. Ouais. Ce passage à Tana ici, c'est très important pour moi parce que mon père nous a toujours beaucoup parlé de son
de son parcours de vie et à quel point c'était difficile en tant que Karan, non français, non européen, à Nosy-Be, n'ayant pas accès à l'éducation et à la culture française. Le passage par l'école catholique à Nosy-Be et par le collège des Jésuites à Tananarive avait vraiment changé sa vie. La raison de ma présence ici, c'est que mon papa en fait a fait ses études ici, dans le collège des Jésuites, donc 53 jusqu'à 57. Et moi j'ai vu surtout des photos et là, tu vois, c'est émouvant de voir la brique, de se dire il était vraiment là. Alors j'essaie de resituer parce que j'ai les souvenirs de mon papa de l'époque. Il me disait que lui, quand il est arrivé, il n'y avait pas de jour. Enfin, il était le premier Karan. D'accord. Voilà, vous êtes Karan alors. Voilà, c'était le premier Karan à être à Saint-Michel et qui avait très peu de malgaches. Et il partageait la chambre avec Zira Tsirak. Tsirak, oui. Voilà, et il me disait que tous les deux, ils avaient tellement faim. Je pense que ça devait être là que la nuit se levait pour aller dans le réfectoire, pour voler à manger. Donc l'histoire de votre papa, c'est donc le commencement, c'était ici. En fait, c'est la place qu'avait le collège pour que l'éducation, en tout cas de la République française, soit à la portée de tout le monde, pas forcément les Européens. Et ça, je trouve que c'est très... Enfin, c'était quand même très courageux de la part des Jésuites. Je pense que ça a quand même changé la vie de beaucoup de gens, d'être passé par ici. Maintenant, on va aller à la cour d'honneur du collège. Il y a le statut de Saint-Michel. Et vous allez trouver, voilà, le premier bâtiment. Ici, il y a une grande salle. Là-bas aussi, il y a une grande salle. Donc, ce sont les dortoirs. Donc, ça, c'est le statut du Saint-Michel. On a gardé le Ravenal parce que le Ravenal, c'est l'identité de Madagascar. Et je suis très, très content de votre passage. Le collège, ça fait partie de l'histoire de Madagascar, de tout le monde, votre histoire personnelle, l'histoire du pays, et de la Compagnie de Jésus. Et un grand merci. Merci à vous encore. L'arrivée des Karan ici a donné beaucoup de travail pour les gens, les villageois de Befot et Bilamandi. La famille Hassanali s'occupait du village de Belamand et de Andiamarang, dont ils produisaient des épices et de l'ilang-ilang. C'est bon? C'est très très bon. 932. Sa première qualité, 932.
Je cherche quelqu'un de la famille Safi. Côté là. C'est pas chez vous? Non. C'est la boutique orange là-bas? Ouais. Bonjour. Hein? Et moi? Très content de vous voir. Oui. Mohamed Safi, c'était mon oncle préféré. Franchement, parmi tous les frères de Ibrahim Safi, moi j'admirais ce monsieur. Je l'admirais beaucoup. C'est comme si c'était mon père. Il me donnait beaucoup de conseils et c'est un homme qui était droit dans sa vie. Et je l'admirais. Parce que Ibrahim Safi et mon grand-père, c'était deux frères. Deux frères. Parce que nous, on est bien cousins. Oui. On est bien cousins. Cousins proches. Cousins proches. Les grands-parents, ils venaient de l'Inde. Moi, j'ai la photo de l'arrière-grand-père. Il s'appelait Mahmoud Bey Ghulam Sen Safi. Il vient de Ahmedabad. Ils ont construit cette maison. Moi, je vais vous dire, franchement, c'est incroyable. Il n'y a pas de parpaing. Il n'y a que des pierres noires. Ils amenaient de Mardouk dans des charrettes et ils ont construit cette maison. Là, c'était vers 1900. C'était il y a 200 ans. Ouais. Alors, vous calculez, Mardouk, c'était la première ville où a été conquis par les Indiens qui venaient en Boutre. Donc, Mardouk, c'était la première ville de Nosibé. Parce qu'ici, c'était encore la jungle. Il n'y avait rien. Il y avait des marais aussi, je crois. Il n'y avait rien ici. Et quand les Français sont venus, ils ont construit des routes, le général Gallieni, tout ça. Et ça c'est une autre histoire. Alors, petit à petit, la ville a commencé à s'agrandir. Voilà. Alors, ça, c'est Mohamed Bey Moussadi Safi. Ça, c'est le patriarche. C'est le premier qui était venu ici à Nosibé. Et ça, c'est Issouf Ali Mohamed Bey Safi. C'est le frère de Ibrahim Safi. Appelé Tamara Motakate. Tamaroba. Mara Motabate. Motaba. Ah, mon grand-père. Ah, son famille. Maman, Mohamed Kakani dikri thai. Torko tame? Nao korko. Mohamed Safi ni dikri. કેમ છે તને તાજી છે એમ જોઈને તાજી છે એમ જોઈને દેવાવા મને છે ને મેં એકદમ મહેનત કરીને મેં કામ કીધું ઘરમાં મહેનત કરીને બધું એક છોકરાને મોટા que Nassib est famille Safi et Maligia. Ah oui, à રેસામાં મને મારા બાળજી મને પરણાવી દીધી 5 છોકરા 2 દીકરા ને 3 દીકરી આ પેલા આવેલા ને મારા સસરાના પપ્પા આ મારા સસરા છે Bombay qui est Jamnagar. Jamnagar. Ah oui, Jamnagar. આપણું ફામી ઘણું છે જામનગરમાં બધું તે તમારા મા બાપને યાદ છે ખબર છે પેલા લોકો ગયા હતા મુંબઈમાં હતા બોમ્બેમાં શું કામ ઉપરી ગયા વાંચી જામનગર હા જામનગરથી ખબર નથી હતું નહીં કઈ હતું ખબર એને આપણે કહીએ મચ્છુ મચ્છુર હા મછવા On appelle ça boutre. Boutre, oui. Vous avez une belle vie? Comment? Vous avez une belle vie? Oui. Vous êtes heureux? Oui, je suis content. Je suis très content. Mon père nous a laissé beaucoup d'héritage. Mon père. Donc, ça va. Nosibé, c'est une belle ville. Mon cousin Mustapha est heureux de sa vie à Nosibé. Nosibé se trouve dans une région côtière préservée de l'agitation de la capitale. Mais qu'en est-il des caranes des hauts plateaux?
À Tananarive, je retrouve une de mes connaissances malgaches, Alain Andréamissez, avocat et ancien ministre de la Pêche. Ça fait combien d'années que tu n'es pas venu déjà? Très longtemps. Des années et des années. Et comment tu te retrouves un peu dans tout ça? Tu étais à La Réunion, tu étais à Paris, tu as une souche indienne qui est quand même du 19e siècle ou au moins du 17e siècle qui est arrivée à Madagascar. Et là, tu te retrouves là comme ça. Tu te retrouves quand même, je veux dire, par rapport à tout ça? Moi, je suis quand même née à Nosy-Be. Donc, nous, notre enfance, on est quand même venus régulièrement passer par ici. Même quand on est à La Réunion, on s'arrêtait ici avant de repartir à Nosy-Be. Donc, j'ai quand même pas mal de souvenirs ici. Donc là, non, je me sens pas perdue. Je me sens bien. Parce que je me disais, en revenant là, peut-être qu'ils vont tous me regarder de plus près en disant tiens, il y a une Karane qui revient, qu'est-ce qu'elle fait? Et puis en fait, non. Ils ne te regardent même pas, ça va. Parce que c'est vrai que ça fait quand même très longtemps. Tu avais une petite appréhension de se dire... Oui, parce que en fait, par rapport à l'enfance de mes parents, où c'était quand même... ici et Nosy-Be, c'était quand même paradisiaque pour eux. Ah, bien sûr. C'était la belle époque, sortir de la colonisation française et le début de l'indépendance. Et donc depuis, la vision a quand même beaucoup évolué sur les Karanes. Oui, mais les Indiens ont quand même je dirais, une culture, une civilisation qui est déjà millénaire. Ils avaient déjà une énorme expérience maritime. Commerciale et maritime. Voilà, c'est ça. Je voulais dire. Et c'est normal si plus tard ils ont pu accaparer parce que les comptoirs étaient fixés par la colonisation et les comptoirs, ceux qui savaient l'exploiter, c'est ceux qui savaient bien comment faire l'import et l'export. Autant l'esclave que tout ça. Donc les Karanes, ils savaient déjà ça et ils l'ont utilisé. Et c'est après l'indépendance qu'on a eu cette différence économique et financière entre le malgache qui est resté un peu comme ça et une partie des aînés qui avaient du poids économique et qui savaient qui veulent faire du finance. Et c'est ça qui a créé l'animosité. Parce que les malgaches ont dit ouais, ils sont en train de tout nous piquer, la terre, le truc, sans penser que ces Indiens-là sont devenus des malgaches aussi. À Madagascar, lorsque ces Indiens, donc ces Gujaratis, arrivent, ils sont agents de grandes firmes européennes ou indiennes. Donc, concrètement, ils vont permettre de diffuser donc les produits importés dans la brousse malgache. Et une fois dans la brousse malgache, ils vont donc récupérer les récoltes de l'agriculture pour destiner à l'exportation. Et pour donc pénétrer la brousse malgache, ils doivent emprunter notamment les voies fluviales, puisqu'il n'y a pas de route à cette époque-là. Et les voies fluviales, donc, ils sont remplies de crocodiles à Madagascar. Donc on comprend aussi pourquoi donc, les agents européens ne font pas ce travail-là. Donc oui, ce sont des grands travailleurs. L'indépendance de Madagascar, en 1960, la situation va changer. Puisque progressivement, on assiste à un mouvement qui s'appelle le mouvement de malgachisation, qui va notamment instaurer une atmosphère de rejet envers les étrangers, donc à la fois les Européens, les Français, mais aussi les Indiens. Et c'est donc l'indépendance de Madagascar qui sera un tournant dans leur position dans la société malgache. La position donc, de ces Karanes dans la société malgache va changer. Puisque ces Indiens sont essentiellement endogames, communautaires, et c'est précisément ce que va leur reprocher les Malgaches, c'est de ne pas s'intégrer à la population malgache. À titre d'exemple, les Chinois qui arrivent, eux, en même temps que ces Gujaratis, sont considérés aujourd'hui comme étant des Malgaches à part entière. Pourquoi? Parce que les Chinois se sont mélangés. Alors que l'organisation donc sociale de ces Indiens est plutôt communautaire. Il y a eu certes des mariages en dehors de la communauté, mais la norme indienne est le mariage dans la communauté. Et c'est ce qu'on va leur reprocher à ces Indiens. Aujourd'hui,
Des tensions dues à l'attribution autoritaire du foncier et des baux de 99 ans lors de la période coloniale se font sentir. Les Malgaches se considérant comme lésés par les étrangers, dont les indo-musulmans Karan. C'est le cas à Nossi Range, à 45 km au sud de Nossi Bé, et classé parmi les plus belles îles du monde, où ma famille Hassan Ali est citée par le chef de village en tant qu'occupant de longue date. Pour autant, les Malgaches de Nossi Bé m'accueillent chaleureusement et j'ai l'honneur d'être invitée à la cérémonie du bain royal de la reine. Après 1960, donc il y a une atmosphère anti-étrangère vis-à-vis donc des Européens, mais aussi donc des Indiens, Gujarati, et qui va notamment donc provoquer des émeutes à l'encontre de leur commerce. Et ceci explique donc pourquoi, à partir de 1972, après des émeutes sociales, après des émeutes, ces Indiens Gujarati vont venir à La Réunion, puisque La Réunion est toute proche. Et certains, donc beaucoup d'ailleurs, ont gardé la nationalité française après l'indépendance de Madagascar en 1960. C'est pourquoi ils vont se rapprocher de La Réunion. D'autres vont partir en métropole, en France hexagonale. Pourquoi La Réunion ? Madagascar, sous domination française depuis 1895, obtient son indépendance le 26 juin 1960, comme la majorité des anciennes colonies françaises d'Afrique. Les conditions se durcissent. L'enseignement devient malgache. Il est temps pour un enseignant formé à l'école française d'aller voir ailleurs. Ce sera La Réunion, département français le plus proche géographiquement de Madagascar, une autre île avec la mer et le ciel bleu. Mon grand-père est arrivé en 1895, depuis le Gujarat, depuis l'Inde. Il travaille pendant 3 ans, il ramasse un petit peu d'argent et il repart. Il repart pour se marier. Et il se marie en 1902, parce qu'il n'est pas encore sûr de pouvoir s'installer comme il faut pour pouvoir amener ma grand-mère. Et ma grand-mère a une fille qui est née là-bas. Et c'est seulement 10 ans après, en 1912, qu'il repart chercher ma grand-mère. Lorsqu'il est bien établi, lorsqu'il est commerçant, lorsqu'il a sa maison, là il va chercher ma grand-mère. Il la ramène seule. Il ne ramène pas sa fille, ma tante, qui reste là-bas et qui se mariera plus tard là-bas. Alors, une fois implantés, donc ils vont faire venir des commis. Donc, les commis, ce sont les jeunes qui vont arriver donc à la fois à La Réunion et à Madagascar, travailler dans le magasin. Donc, lorsqu'il arrive, ce commis n'a pas l'usage de la langue. Donc, progressivement, il va faire ses preuves et progressivement, il va avoir plus de tâches liées au commerce. Donc, il sera aguerri à l'activité commerciale. Une fois qu'il aura suffisamment d'expérience, il va lui-même donc ouvrir son propre commerce avec l'aide de son patron. Madame Sidiot est établie à Sillaos, elle est commerçante et elle appartient à la première famille donc installée dans les hauts de l'île, donc à Sillaos, à l'île de La Réunion. Et qui c'est là ouvert magasin là? C'était mon père. Que ça l'était vendre, notre papa? Ah ben ils vendaient les chaussures, les vêtements, femmes, hommes, enfants, et beaucoup de choses, ils vendaient beaucoup de choses. Ce magasin était placé, comme vous le voyez là actuellement, là,
Jusqu'à aujourd'hui, il est placé de la même manière. Et les autres, c'était les premières familles même? Ah oui, nous sommes les premières. Première famille. C'est après votre mariage que vous l'avez ici? Ah oui. D'accord. Ah oui. Et votre mari, il a travaillé avec votre papa? Ah oui, non, elle travaillait avec Mamadi d'abord. Mamadi, Dada et la famille qui était là. Et pourquoi donc vous êtes là installé ici? Ah ben parce qu'il y avait du travail, c'est madame. Il avait travail. Ah! C'était un magasin vraiment extraordinaire. C'est vrai? Ah oui. Le jour qu'arrivait un traître, le jour il y avait quelque chose, la vie de monde. Peut-être dans une église ou peut-être quelque chose, mais il y avait toujours quelque chose. La composante musulmane a beaucoup investi dans le commerce, que ce soit dans le textile, dans le prêt-à-porter, dans la bonnetterie, mercerie, dans la quincaillerie. Aujourd'hui, les grandes enseignes aussi appartiennent à la communauté musulmane qui ont réussi à se moderniser. Si vous voulez, toute la partie textile, petit à petit, a été prise en main par la communauté musulmane. La communauté chinoise s'est spécialisée dans l'alimentation, beaucoup dans l'alimentation. Et on disait la fameuse boutique chinoise qui a joué un rôle social aussi, parce que ces petits commerces, pendant la guerre par exemple, jouaient un rôle social. Les gens n'avaient pas trop les moyens, ben, chacun avait un cahier, il payait en fin de mois, il faisait du crédit, donc c'était un aspect social. Et puis ben, tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est construction, tout ce qui est plantation, c'était dans la famille. Les grandes familles blanches qui possédaient beaucoup de fonciers autour, dans le sucre. Et la communauté tamoule aussi avait des plantations également, notamment dans l'Est. Donc il y avait, c'était quand même assez, peut-être que l'histoire a fait comme ça, c'était reparti comme ça, selon les affinités, les musulmans et les Chinois. C'était vraiment le commerce, on le sent. En majorité, à partir de 1848, des travailleurs de l'Inde du Sud, très pauvres, sont engagés à La Réunion. Entassés dans les bateaux, ils voyagent dans des conditions très difficiles. Et soupçonnés d'apporter la variole, le choléra et la peste, ils sont dès leur débarquement confinés en quarantaine au lazaret de la Grande Chaloupe. Leur contrat prévoit 2 tenues vestimentaires par an et une ration quotidienne de sel, riz, légumes, viande salée ou poissons séchés. Ce qui aidera beaucoup les commerçants indo-musulmans qui, eux, fournissent les employeurs de ces engagés. Mes parents viennent de l'Inde, dans l'état de Gujarat, dans un petit village qui s'appelle Tadkeswar. Ils sont venus à La Réunion, depuis le petit village jusqu'à Bombay, pour prendre le bateau, pour venir à l'île de La Réunion. Étant donné que ses frères étaient déjà à La Réunion, ils sont venus et après ils lui ont dit que essaye de venir ici pour tenter ta vie parce que là-bas c'était pas facile pour eux à l'époque. Donc il est venu ici suivre ses frères. Il y a un frère de mon père qui est retourné en Inde. Mais après les autres frères ils sont restés à La Réunion. Moi mes parents ils sont venus vers 1935. Ils sont arrivés avec les bateaux comme les anciens bateaux. Je ne connais pas, moi, comment c'était les vieux bateaux là. Peut-être qu'ils étaient dans la cale, je ne sais pas, moi. Certainement, les autres frères l'ont accueilli. Bon, étant donné que je suis né ici, à cet endroit, donc j'ai grandi à cet endroit, auparavant, ce n'était pas la rue Maréchal Leclerc, c'était la rue Grand Chemin. Après, c'était rue Général Leclerc. Après, c'est devenu rue Maréchal Leclerc. Mais tant qu'il y aura des tissus, je vais continuer à travailler. Le jour où il n'y aura plus 1 mètre de tissu, je vais fermer la boutique et je vais donner les clés à mon fils. Les clés du magasin. Et il fera ce qu'il voudra avec. Mais c'est un beau métier. Moi, je ne regrette pas. Depuis plus de 50 ans, je vends des tissus. C'est un beau métier, ça. Parce qu'il ne faut pas tromper les gens dans le métrage. 1 mètre, il vaut mieux donner 1,10 m que 90 cm. Mes ancêtres et beaucoup d'autres quittent l'Inde avec l'envie de découvrir de nouveaux territoires pour une nouvelle vie.
fuir la sécheresse, la famine et la pauvreté, amplifiés par les forts taux d'imposition du gouvernement britannique de Victoria, impératrice des Indes. En 1880, mes ancêtres décident de faire le chemin des Indes vers Zanzibar, puis Madagascar. Un siècle plus tard, en 1969, mes parents s'installent à La Réunion. Alors, ce que j'ai pu observer au sein de ces familles, c'est qu'il y a à la fois un attachement fort aux traditions religieuses, mais aussi une capacité d'adaptation et une mentalité qui vise à s'intégrer. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de dualité entre sa culture d'origine et son appartenance française. Ce sont deux identités qui se vivent de manière tout à fait harmonieuse. Faire ce chemin de La Réunion, Madagascar, l'Inde, c'est aussi une forme de retrouver ses racines. Et c'est pas nécessairement des retrouvailles physiques, un lien physique, mais aussi de retrouver toute cette spiritualité, cette manière d'être. On construit ma personnalité. Je suis à la fois de nulle part et à la fois de tous ces endroits. C'est-à-dire que l'Inde, Madagascar, La Réunion, ce sont un peu mes continents, mes pays intérieurs. Les mots riment, c'est-à-dire que c'est issu de tissage, de métissage. Refaire ce chemin, c'est aussi une manière de rendre hommage, d'honorer mes parents, mes arrière-grands-parents qui ont fait ce choix de naviguer, de marcher autrement, d'aller ailleurs pour construire une nouvelle vie. Là, en me promenant en Inde dans les marchés, en regardant les étals même d'habits, la partie par exemple culinaire, on la sent très bien à La Réunion. On a un mix de mélange chinois, caf, malbar, indien. On le retrouve vraiment dans la vie quotidienne. Vous l'avez compris, les dernières traces de mes ancêtres commencent à se perdre dans les sables du Kutch, tout comme les pierres tombales de mes arrière-grands-parents. Je suis de retour à La Réunion, terre d'accueil de mes parents. La terre où repose mon père Mahmoud et où vieillit sereinement ma mère Rossane. Joyeux anniversaire. Parce que le mois d'arrêt, c'est long, hein? Mais il faut un petit spécial. Du coup, et moi, j'ai fait, quand je regarde la télé, on va regarder. Il faut couper très fort comme ça. Parce que moi, j'ai apparu, alors sinon... To you. 93 ans, mamie. Félicitations, mamie. Voilà. Vous pouvez retrouver ce documentaire sur notre page Archipel, sur les réseaux sociaux, mais aussi en streaming sur notre site internet Réunion la première.re. Merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine. Nous on retrouve.